Merci d'être là. Bonne émission pour votre information. J'espère que vous allez bien à la maison. Les couleurs sont là. Profitez-en un peu partout sur le territoire lavallois pour aller les admirer, prendre une bonne marche en plein air. Avec aussi un paysage qui mêle d'autres couleurs, une pancarte électorale municipale. Actuellement en pleine campagne, d'ailleurs, on reçoit les invités, les candidates à la mairie. Ce sera le cas de Sophie Trottier, justement, candidate à la mairie pour le parti Action Laval. Nicolas Vincent Poirier, fidèle au poste, viendra nous parler de cinéma. Également, Madame Martin, autrice d'un livre sur la croissance personnelle, sera avec nous. Madame Louise Brassard, elle aussi autrice, mais d'un récit qu'elle a fait avec sa famille, avec son VR, elle qui est partie justement sur la route il y a de cela quelques années. Ça vous fera rêver peut-être de la reprise éventuelle justement de ces voyages qu'on pourra à nouveau bien sûr renouer. Aussi avec Valérie Deslandes qui est hypnothérapeute, elle viendra nous parler des mythes et tabous concernant l'hypnothérapie, l'hypnose et aussi à surveiller bien sûr, Madame Sophia Jab, qui est une entrepreneure, qui a le vent dans les voiles et qui a dû vraiment traverser beaucoup d'adversités pour se rendre là où elle est actuellement. Elle détient quand même 28 centres de formation de coiffure en Amérique du Nord. C'est pas banal comme parcours. Je pense que vous en serez inspirés. Je vous souhaite une excellente émission. On reçoit tout au long des prochaines semaines les candidates et candidats de cette actuelle campagne électorale municipale, évidemment sur le territoire lavallois. On a l'occasion de pouvoir jaser, de connaître les motivations, le programme également de son parti, soit l'Action Laval. C'est Mme Sophie Trottier, donc candidate à la mairie, chef du parti, bien sûr, qui est avec nous. Merci d'être là, Mme Trottier. Merci de me recevoir. Grand plaisir. Pourquoi, tout d'abord, avoir accepté ce mandat, de solliciter un mandat auprès de la population pour être mairesse de Laval? Bien, c'est drôlement arrivé parce que moi, j'ai été une délestée du COVID. Donc, au mois de mai, j'ai failli y passer, carrément. Oui. En tout cas, pour faire une histoire courte, je me suis réveillée, la chirurgienne était devant moi, puis là, je l'ai regardée, puis j'ai dit « Ah, je suis encore en vie! » J'avais fait mes adieux la veille et tout ça. Ah oui, à ce point-là, là. C'était... Oui. Okay. Et puis, bon, là, ils m'ont opéré, tout ça. Je suis arrivée à la maison, puis à la nuit, tu sais, l'adrénaline après une chirurgie. Puis là, j'étais plus capable de dormir, puis j'étais en douleur, évidemment. Puis là, je faisais les 100 pas, puis je disais, ça me prend un projet. Quelque chose, je devais être morte, j'étais encore en vie, tout ça. Bref. Alors, quelques semaines après, mon téléphone a sonné et c'était la gang d'Action Laval qui m'ont fait une petite conférence, m'ont demandé si j'étais bien assise et proposé la mairie. Moi, je pensais que c'était une blague. J'ai dit, ben oui. Ça faisait quelques années, je pense, que vous faisiez solliciter pour être en politique, là. Oui. Dès 2013, bon, j'ai été impliquée, j'ai fait du porte-à-porte et tout ça. Et puis, le lendemain de l'élection, ils ont obtenu l'opposition officielle. On m'a offert un emploi. D'aller gérer le bureau et tout ça. J'ai décliné. J'ai 3 enfants, donc à ce moment-là, tu sais, mon focus, c'était vraiment à mes tout petites et tout. Puis j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Bon, alors j'ai dit, ben non, merci, c'est gentil. Et on m'a dit, un jour, tu seras avec nous. Et donc, j'allais à des événements et tout ça. Ils sont très impliqués sur le terrain et tout. Puis, à un moment donné, ils disaient souvent, ils me faisaient ça à la blague. Un jour. Je disais, oui, un jour, certain. Et le jour est venu. Est arrivé. Ouais. Mais par contre, vous recevez l'appel. Mais pourquoi? Parce qu'ultimement, vous aviez encore quand même l'occasion de dire oui ou non. Oui. Et pourquoi avoir accepté, justement? Oui, je comprends. Il est arrivé, donc, l'événement de la COVID. On a une sorte d'épiphanie, une sorte de volonté de faire quelque chose suite à une épreuve qu'on a vécue. Mais est-ce qu'il y a d'autres motivations quand même? Parce que c'est tout un mandat de se lancer en campagne, puis il faut le faire, là, aussi. Ouais, c'est peu de gens qui veulent le faire, ça. Ouais. Bien, je dirais que la question de ma santé, ça a été juste une question de timing. Puis je vous rassure, ça va bien. Là, je suis un nouveau corps, ça va super bien. Mais en fait, depuis je dirais les 8 dernières années, je voyais ce qui se passait, je suivais. J'écoutais aussi beaucoup les gens qui étaient déçus, qui se sentaient bafoués. Puis souvent, ce qui ressort, c'est on n'est pas écouté. Ils disaient, on a l'impression, là, ils sont derrière des portes closes, des décisions sont prises, puis ça descend, puis c'est imposé. Il y a eu plusieurs situations où des citoyens ont fait des pétitions, ça n'a pas été accepté, même pas de les rencontrer, tout ça. Alors moi, ça venait vraiment me chercher parce que des situations, par exemple, quand vous dites j'avais des échos des citoyens, j'avais des pétitions, qu'est-ce que vous évoquez, par exemple? Bien, par exemple, tout récemment, il y a eu, dans le secteur Chemédé, il y a eu 3 rues, un gros projet de 7 millions qui a été imposé à des citoyens. Ils ont fait des pétitions, ils ont travaillé très, très fort avec leur conseillère municipale, Mme Révélakis.
Et puis, j'ai rencontré ces gens-là et la peine de voir leur rue transformée. Puis, le plus gros dans tout ça, c'est qu'ils ont demandé une rencontre avec leur maire. Ils ont demandé des rencontres avec les ingénieurs. Tu sais, c'est beau les courriels, tout ça, mais il n'y a rien qui vaut une rencontre dans le blanc des yeux, humainement. Il y a un monsieur qui dit, moi, là, ça fait 47 ans que je paye mes taxes. Il dit, le maire ne peut pas me donner 5 minutes. Et puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, malgré tout ce qu'ils ont fait, les médias, se présenter au conseil de ville, faire du bruit, ils n'ont jamais été rencontrés par personne. Et je trouve ça très, très triste parce que leur rue est transformée et la voix du citoyen n'a pas été écoutée. Puis moi, j'ai vécu une situation quand ma fille s'est fait frapper il y a plusieurs années. On a fait un projet politique et tout, travaillé avec ma conseillère de l'époque, les policiers, les ingénieurs de la ville. On n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, là, parce que moi, je suis devenue la porte-parole de mes voisins, mais je me suis sentie respectée, je me suis sentie écoutée. Ils ont travaillé ensemble, ils ont été super. L'équipe de la ville, ils ont été super. J'ai été allée rencontrer le maire. Mais c'est ça. Puis les gens, ils sentent qu'ils n'ont plus leur voix. Puis là, on se demande, il n'y a pas beaucoup de participation au niveau politique, les gens n'ont pas voté, mais ils sont découragés. Puis un autre, ça, je vous ai apporté des copies en cas. Il y a un avis de proposition aussi qui a été fait parce qu'il y a un comité qui a été lancé tout récemment, suite à tous les événements, là, des difficultés, pour vraiment mieux travailler ensemble avec nos institutions, les policiers, tout ça. Bien, écoutez, les élus ne sont pas impliqués. What is this? Mm-hmm. La population, ils se disent, pourquoi je vais aller élire des gens alors qu'ils ne peuvent pas me représenter? On a fait un avis de proposition de dire il faut que tous les élus, il n'y a pas de partisanerie, là, que tous les élus soient à la table pour représenter les gens, puis travailler ensemble. Tout le monde a voté contre ça. Mais est-ce que, par contre, le Parti Action Laval est le meilleur parti pour défendre les intérêts des citoyens? Est-ce que les querelles qu'on semblait, en tout cas du moins dans l'espace médiatique, ressentir, je pense qu'à Sonia Beaudelow qui était... la chef jusqu'en juin dernier, qui devait se présenter à l'actuelle campagne électorale. Elle a claqué la porte dans un certain fracas parce que je lisais dans le Courrier Laval récemment, quand même il y a de cela quelques semaines, mais quand même c'est assez récent dans l'espace-temps, qualifiait même votre parti d'ingouvernable. Donc, est-ce que là, pour rassurer les gens qui peut-être ont un intérêt à voter pour vous, mais là, en lisant tout ça, est-ce que maintenant les querelles, c'est chose du passé au sein du Parti Action Laval ou... Bien, moi, je vous dirais, Mme Beaudelow, je la connais pas. Puis quand moi, je suis arrivée, je me suis assurée que, moi, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils étaient en train de regarder ensemble de mettre fin à la relation. Puis moi, tu sais, si jamais un jour je la rencontre, moi, je parlerai avec elle directement, mais le passé, ça leur appartient. Puis moi, je ne suis pas une fille qui se chicane. N'importe qui vous allez rencontrer, qui travaille avec moi, je n'ai jamais eu de conflit avec personne. Puis s'il y a une petite affaire qui arrive, on s'assoit puis on se parle. Alors, ça, c'est le passé. Moi, personnellement, en tant que chef, puis je peux vous dire que j'ai le dernier mot sur tout, malgré d'autres... Vous avez la pleine liberté là, de vos décisions. J'ai même essayé de me sortir de quelques réunions, des fois, de dire « Ah, ça, vous pouvez vous en occuper. » Non. Donc, oui, tout à fait. On n'a pas tout changé au niveau du site là, du DGE, comme ça a été mentionné là, dans l'article du journal. Ça m'a été proposé, mais c'est moi qui n'ai pas voulu. J'ai dit, est-ce qu'on est légal de fonctionner comme ça? Parfait. J'ai dit, là, let's go. On a une élection à gagner. On fonce. L'important, c'est qu'on fasse les choses correctement. Puis ça, c'est notre gestion interne. Alors, et ça se passe super bien. J'ai la confiance de tout le monde. On a appris à se connaître, à travailler ensemble. Et puis, les gens sont super respectueux. Puis, il y a des situations où j'ai dû mettre mon pied à terre. J'ai dit non. Puis, tout le monde a respecté. Fait que, donc, tout ce qui se passe, j'ai toujours le dernier mot. Okay. Puis, on travaille vraiment ensemble. Puis, moi, je les connais, ça fait longtemps. Donc, moi, quand j'ai lu ça, j'ai juste dit « Ah, OK, moi, j'ai jamais ressenti ça. » Vous n'avez pas été témoin ni ressenti ça? Non, pas du tout. Puis, tu sais, s'il y a des affaires, moi, je me dis, si ça ne me regarde pas, là, on va de l'avant. Parlons aussi de votre programme, parce que je pense qu'aussi les gens qui nous regardent veulent en savoir davantage. Alors, parce que, évidemment, je vous mets en perspective qu'il y a beaucoup d'armes à feu, de circulation, d'événements qui en sont recensés dans l'actualité. Alors, quelle est votre vision pour assurer la sécurité dans nos quartiers, des familles, des aînés qui sont à l'écoute actuellement? Bien, c'est certain que moi, ma formation, c'est pas un secret, c'est en travail social. Donc, c'est sûr que j'ai toujours mis l'humain au centre de toutes mes décisions. Puis ça fait depuis 1998 que je défends les citoyens, que je représente les citoyens. Puis les gens qui me connaissent, ils savent que je lâche pas mon os facilement. Mais c'est certain qu'on veut travailler sur le terrain. Puis d'ailleurs, on avait fait un communiqué de presse à cet effet-là, suite aux annonces ils ont rajouté des forces policières. On est très contents de ça. Mais nous, ce qu'on sentait, c'est que
nos policiers ont besoin d'aide du terrain, de l'aspect communautaire. Puis nos jeunes, il faut s'en occuper. Alors, il faut vraiment travailler en amont. D'ailleurs, dans notre plateforme, on en parle de développer au niveau des sports, des infrastructures, mais pas seulement ça, d'investir dans du coaching, de l'accompagnement. Tu sais, le coach, là, il est peut-être super bon en soccer, mais il ne s'y connaît peut-être pas au niveau de la toxicomanie. Fait que c'est le fun de pouvoir reconnaître un jeune qui a peut-être l'air intoxiqué, puis d'intervenir. Ça peut être ça aussi. Plein de choses. Et dans le fond, c'est vraiment de travailler tout le monde ensemble. Et puis, c'est clair. Puis nos personnes âgées, c'est pas normal qu'ils aient peur d'aller prendre une marche, là. C'est pas normal, là. Les mères de famille avec les poussettes et tout ça, bien, voyons donc. Alors, il y a vraiment un travail en amont qui doit être fait. Et puis, de travailler vraiment, il faut vraiment travailler ensemble. Est-ce que ce serait de créer une brigade spécialisée au sein de la police de Laval, dédiée en santé mentale, de rajouter des ressources, parce que ça prend quand même, vous avez dit, des gens spécialisés aussi. Bien là, c'est sûr que ce que je peux vous mentionner, c'est que vous avez parlé de santé mentale, c'est vraiment, vraiment super important. Puis nos ressources policières, c'est un travail qui est loin d'être facile à faire. Puis on le sait, hein, des fois, ils arrivent sur des lieux, il va y avoir, admettons, un accident grave. Bon, peu importe la situation, ils ressortent, puis ils s'en vont dans leur auto, puis goodbye, la vie, c'est fini, on reprend le petit train-train. Non, non, non. Ils ont peut-être besoin d'un 10 minutes, des fois, de parler avec quelqu'un. Fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est de mettre sur pied une cellule de crise pour que les policiers puis nos premiers répondants... Les premiers répondants, en général. Puissent, tu sais, des fois, là, un petit débriefing de 10 minutes, parler à quelqu'un, raconter ce qui s'est passé, puis se libérer. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens, ils accumulent, puis on fait tout ça au travail. Puis là, après ça, à un moment donné, ça explose. Ils se retrouvent en congé. Des fois, c'est très difficile. Ça coûte 3-4 fois le salaire à tout le monde. Et puis, quand ce policier-là va revenir, dans quel état, tout ce qu'il va vivre, les effets, par ricochet, comment ça va affecter sa famille. Il faut vraiment travailler en amont. Il faut qu'il y ait plus de soutien. Et comment vous comptez aussi ces deux sujets incontournables, la relance économique avec la pandémie qui continue, la 4e vague cet automne, oui, qui était un petit peu moindre en termes d'intensité, mais quand même, elle est présente. Et puis, le développement durable, l'environnement, c'est sûr que j'englobe ça, c'est très large, mais comment conjuguer développement durable avec développement économique ici, sur le territoire lavallois, selon votre parti, selon vous? Bien, vous avez dit un super de beau mot, conjugué. Action Laval, si vous remarquez, on est toujours équilibré. On n'est pas intégriste dans un domaine, sauf de s'occuper des citoyens. C'est peut-être pas le bon mot que j'ai employé, là, mais vraiment parce que Action Laval, là, on n'a jamais senti de partisanerie. Puis c'est ce que les gens ils disaient. Hey, tu sais, ton parti, Sophie, ta gang, tu sais, tu as fait du porte-à-porte avec un tel. C'est tout le temps ça. À l'Hôtel de Ville, c'est la maison des citoyens. C'est supposé de paraître. C'est supposé de paraître, puis on parle de consultation, pas des consultations bidons là, sur Internet, que les gens soient consultés selon leur district, encore une fois, qu'ils aient leur voix. Et puis ça, on le voit. On le voit dans les actions. Ce que je vous ai apporté, ça, c'est des actions concrètes où les citoyens y ont été carrément bafoués. Alors, c'est vraiment important. Quand le vérificateur général, ça fait 3 rapports qui dit qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion, qu'il y a un manque de transparence, excuse-moi, mais pour moi, ça passe pas. On fait un plan de redressement pour dire tout le monde, on se met autour de la table, travailler ensemble. En plus, la VG, elle a fait notre job. Elle a trouvé les problèmes, elle a fait des recommandations. C'est tout bien détaillé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ça, faire du pouce là-dessus, puis travailler ensemble. Pas de partisanerie, ça n'a pas sa place à l'Hôtel de Ville. Que voulez-vous? Et ça, et tout le monde a voté contre ça. Alors après, ils vont dire aux citoyens, on veut vous écouter, on veut votre bien. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment travailler. Puis les citoyens, là, c'est important qu'ils aient leur voix, puis ils ont envie de s'impliquer. Et puis, Laval, c'est une super de belle grande ville, 21 districts, 21 réalités différentes, c'est très important. Puis, l'environnement, c'est au cœur de nos préoccupations, c'est certain. Mère de 3 enfants, là, je veux que mes enfants aient une belle planète. Mais en même temps, ça doit coexister avec le développement économique. Puis, vous avez sûrement vu qu'on a fait un lancement de notre centre de foire. Oui. Bon, bien, c'est exactement là-dedans. Tu sais, de créer de la richesse sans aller toujours penser d'aller dans les poches des citoyens puis prendre leurs taxes. D'ailleurs, c'est pour ça fait combien de temps que nous, on propose de faire des gels de taxes? Votre compte. Ah, tout d'un coup, là, c'est bien. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est faire un gel de taxes, mais en plus, aux citoyens, moi, je vais m'engager verbalement, mais aussi par écrit. Sur notre plateforme, ça va être indiqué que dans mon premier mandat, si moindrement vous m'entendez dire que je pense peut-être à augmenter les taxes, bien, je vais m'engager par écrit à donner ma démission le lendemain matin. Pas parce que j'ai peur de ma parole, mais tu sais, comme nos avocats disent, trop fort casse pas, moi, j'aime ça, cette phrase-là. Okay. Alors, et c'est ça. Il y a des surplus, il y a des façons, puis les surplus, puis c'est l'argent des citoyens. C'est pas l'argent de la ville, c'est l'argent des citoyens. Merci. Et bonne chance pour votre campagne électorale. Bien, merci. Merci à vous. C'était très agréable. Madame Sophie Trottier, bien sûr, candidate pour le Parti d'Action Laval. Alors, on recevra comme ça, au cours des prochaines semaines, d'autres candidates et candidats pour vous informer.
Le chœur du barreau de Laval qui procède bientôt à un spectacle assez intéressant. Ça se passe d'ailleurs le 22 octobre prochain. Mais on va parler tout d'abord justement de cette existence parce que je pense qu'il y a peu de gens qui d'ailleurs en connaissent l'existence donc de ce chœur du barreau de Laval avec le chef d'orchestre tout juste avec nous. Michel Brousseau, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, certainement. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le chef d'orchestre, mais justement, le chœur du barreau de Laval, je pense qu'il est un peu unique au Canada là, en termes de chorale et également d'orchestre aussi. Effectivement, c'est le premier chœur d'un barreau, donc au Canada. Il en existe à Paris, il en existe à New York, il y en existe un peu partout dans le monde, mais il n'existe pas au Canada. Donc, l'initiative est venue de... Moi, je dirige plusieurs chœurs. Je dirige donc 150 choristes. J'ai un chœur à Sainte-Thérèse, le chœur philharmonique Nouveau Monde des Basses-Laurentides, le chœur philharmonique Nouveau Monde de Montréal, le chœur philharmonique Nouveau Monde aussi d'Ottawa. Et j'ai Maître Rancourt qui chante dans un de ces chœurs-là et qui est venu me voir à un moment donné. Il me dit, ça serait le fun qu'on fonde un chœur ensemble pour les avocats. Ça me semble ça ferait du bien, ça fait une activité. Puis ça n'existe pas au Canada. Elle me dit que je sais que ça existe à travers le monde, mais pas chez nous. Fait qu'on a commencé. Et puis on a commencé quelques mois avant le COVID. On a réussi à faire un concert de Noël. Et puis après ça, le COVID est arrivé. Puis là, on était un peu comme... sur les tablettes pendant comme un peu tout le monde, là, pendant plusieurs mois, pendant plus d'1 an et demi. Puis là, on vient de reprendre pour justement un événement qui va avoir lieu donc le 22 octobre prochain. Et encore là, à cause des règles sanitaires, ça va être un événement qui va être pour nous pré-enregistré. Donc le 9 octobre, on va enregistrer l'Alléluia de Cohen. Et puis ça va être présenté en ouverture lors du 30e anniversaire du barreau de Laval. Et avant de parler de façon plus exhaustive de cet événement-là, est-ce que c'est dur de faire chanter des avocats ou avocates? Disons que j'ai découvert de belles voix, de très, très, très belles voix. Et puis, mais en même temps, je dois se préciser que le chœur est ouvert aux avocats, mais est également ouvert pour d'autres choristes. Les gens qui aimeraient venir se joindre à nous pour venir chanter. On est encore en période de recrutement. En grand public. Donc, les gens sont le bienvenus. Grand public qui veut venir se joindre à nous. On cherche de belles voix. Donc, la majeure partie du chœur est formée d'avocats et de juges, mais on est aussi également ouvert à avoir d'autres choristes. Nos répétitions ont lieu, donc, c'est à Laval, le samedi après-midi, un samedi sur 2. Donc, les gens apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, on a parlé de l'événement. Vous allez, entre autres, nous présenter Cohen, l'œuvre de Cohen, Alléluia, mythique. Mais qu'est-ce que vous chantez, outre ça? Est-ce que c'est assez vaste comme répertoire? On est tout nouveau, comme je vous dis. On est encore en train de se définir dans le répertoire. Moi, ce que je fais avec mes autres chœurs, c'est du répertoire classique, chœur et orchestre, les grandes œuvres, Requiem de Brahms, le 9e de Saint-Beethoven, les Carmina Burana, et ainsi de suite. Mais par contre, avec le chœur, on est encore en train de se définir. Étant donné que ça a un côté vraiment, je dirais pas thérapeutique, mais vraiment, les gens viennent ici, viennent dans le chœur pour vraiment relaxer et avoir du plaisir. Donc, je vais m'adapter au niveau du répertoire vraiment avec ce que les membres veulent chanter pour le chœur du barreau. OK, donc comme là, fait l'Alléluia, on va avoir également un répertoire de Noël. On va avoir une activité en décembre, on ne sait pas encore quand. Et puis, on va avoir un concert de Noël. Donc, on va faire quelques pièces de Noël encore pour un événement, le Party Sauvé de Noël du barreau de Laval. Et puis, après ça, on a un autre programme qui va être prévu pour juin, mais on est encore en train de définir le répertoire. C'est pas évident maintenant, comme je disais, avec tout le monde, pour ce qui est de la pandémie. Avec la COVID, ben oui, tout simplement, on sait que ça complique les choses, surtout en présentiel, surtout quand on veut chanter, quand on doit faire des vocalises, quand on faut pratiquer en groupe, il faut avoir une distanciation, donc c'est pas évident. Distanciation de 2 mètres et le masque, donc c'est pas évident pour des chanteurs, là. Et j'imagine, mais vous réussissez quand même à créer de la chaleur, à créer quand même un sentiment d'unité dans la chorale, malgré tout ça? J'étais étonné. Parce que pendant 1 an, moi, j'ai pas cessé. Avec mes choristes, autres que les choristes du barreau, j'ai continué à faire des répétitions, donc sur Zoom. Et à cause de la latence sur Internet, le délai, les choristes chantaient à micro fermé. Donc, c'est une expérience assez particulière. Oui. Moi, je chantais de piano. Les choristes chantaient à la maison, le micro fermé. Et puis, on a travaillé ça comme ça pendant 1 an. J'ai commencé à avoir des répétitions en présentiel de ce répertoire-là qu'on travaillait. Et j'étais fortement impressionné de voir comment que le travail avait quand même porté fruit. OK. Là, oui. Et je suis fortement étonné qu'avec une distance de 2 mètres entre les choristes et avec le masque, on arrive à faire quand même des belles choses. Il y a une belle harmonie, les gens s'entendent bien. Ils vont être plus solides aussi, je pense. Non,
ça fonctionne bien en ce moment. Intéressant. De quelle façon peut-on, non seulement si on est interpellé puis on voudrait se joindre à vous, la chorale, mais également si on veut assister peut-être à l'événement du 22 octobre sur les plateformes web, parce que, comme on le disait, ça a été donc enregistré, ça sera possible de le voir donc de façon sur les plateformes numériques. Alors, de quelle façon on peut pouvoir avoir plus d'informations sur tout ça? Vous pouvez contacter avec Maître Jocelyne Rancourt. Je vais laisser son numéro de téléphone. Donc, c'est le 514-770-1466. Le 514-770-1466, Maître Jocelyne Rancourt. Et puis, donc, pour ce qui est du 22 octobre, peut-être c'est de voir avec elle pour ce qui est des détails. Je ne sais pas sur quelle plateforme exactement qu'on peut aller le voir. Mais je sais effectivement que ça va être possible. Oui. Mais je sais par contre, pour avoir aussi regardé, vous avez une page Facebook aussi, là, le cœur du barreau oui. de Laval aussi. Donc, c'est peut-être une belle façon aussi, une belle courroie de transmission pour avoir davantage d'informations. Monsieur Michel Brousseau, chef d'orchestre justement de cette troupe, soit le cœur du barreau de Laval, merci énormément de nous avoir parlé. Merci, mais je répète encore une fois, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus et vous pouvez communiquer également avec Maître Jocelyne Rancourt pour des infos pour se joindre à nous. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. C'est une entrepreneur vraiment qui est partie de rien et tout comme bon nombre d'histoires à succès, justement, il y a eu de l'adversité et c'est très inspirant. Je suis content. En plus, elle est native de Laval. Sophia Jab, salut! Salut! Content de te retrouver. Puis justement, quand je mentionnais qu'on part souvent de rien, parfois c'est d'une passion pour s'élever parmi les meilleurs au Canada dans sa profession. Je pense que ça peut un peu te représenter tout ça, là. Oui, effectivement. D'ailleurs, raconte-nous ton histoire, parce que là, il faut dire que tu œuvres dans le domaine capillaire, salon de coiffure, compagnie, produits aussi en ce sens. Alors, peut-être nous raconter tout d'abord la genèse, la base de ta passion pour le domaine de la coiffure. Bien, simplement que quand j'étais plus jeune, en 2003, j'ai fait mon cours de coiffure. Puis c'est quelque chose que les gens ne m'encourageaient pas à faire. On disait que c'était un métier de crève-fin. Donc, j'ai décidé quand même de le faire. Puis, ça m'est resté dans ma tête, le côté crève-fin. Fait que j'ai voulu montrer le contraire. Fait que j'ai performé dans ce domaine-là. Puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une gamme de produits capillaires qui a été super populaire. J'ai pu rentrer le Botox capillaire au Canada. Puis ça l'a fait complètement fureur. Puis après avoir eu autant de succès avec cette compagnie-là, bien, ça m'a permis d'ouvrir mon institut à Montréal. Quels sont les défis? Avant d'en arriver là, il y a sûrement eu des défis, vraiment des choses auxquelles tu as dû faire face. Quels sont-ils? Si tu peux nous en parler un peu? Bien, disons que c'est difficile de partir d'une compagnie puis vouloir la faire connaître en restant discret. Fait que le défi dans tout ça, ça a été plus de toujours focusser sur mes choses à moi et de ne pas regarder à côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent puis qui veulent toujours copier, mais il faut toujours rester original dans qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'ai décidé de ne pas regarder à droite ni à gauche, mais de regarder tout droit devant moi. Puis je pense que c'est la clé de mon succès aussi. Je pose cette question-là, mais parce que j'ai des amis entrepreneurs qui m'ont raconté s'être présenté devant des instances financières et s'être fait dire, et avoir senti du moins, s'être fait regarder de haut par des hommes, par exemple, ou par leur projet. Est-ce que parce que vous étiez une femme, vous avez senti, et peut-être parce que c'était dans le domaine de la coiffure, parfois, qui est peut-être pas vu comme un secteur sérieux, vous avez senti parfois un certain regard hautain ou désobligeant envers votre projet ou vos projets? Non. Non, absolument pas. On dirait que j'ai été connue dans mon domaine avant d'arriver dans les produits capillaires. Puis, au contraire, j'ai aidé beaucoup de gens à avoir des carrières, j'ai aidé beaucoup de gens à faire plus d'argent dans leur business. Donc, j'ai pas eu de négativité envers moi. La seule négativité, ça a été, je te dirais, de la compétition malsaine qui a voulu rentrer ici et là. Mais autrement, non.
Ça s'est bien passé pour moi. Donc, ben, tant mieux, on s'en réjouit parce qu'il y a encore malheureusement des cas qu'on entend où il n'y a pas tout à fait d'égalité parfois dans le domaine des affaires. C'est peut-être plus difficile pour certains projets, certains types de business de se démarquer pour les femmes. En tout cas, j'en entends autour de moi de femmes entrepreneurs qui ne l'ont pas eu facile. J'ai le goût que tu nous parles ce que c'est le botox capillaire, parce que tu en es une des pionnières, tu nous le mentionnais un petit peu plus tôt au Canada. Qu'est-ce que c'est pour peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent? Bien, le botox capillaire, dans le fond, c'est un traitement qui est adapté à tous les types de cheveux, à tout le monde. C'est un traitement qui est à base d'acides aminés. Donc, plus qu'on vieillit, comme le visage, on perd notre collagène, notre acide hyaluronique. Bien, les cheveux, c'est qu'on perd nos acides aminés. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on perd les cheveux cassent. Alors, ce produit-là, il est fait en sorte qu'on va aller ouvrir les cheveux, je le vulgarise, on ouvre les cheveux en deux, puis le produit fait son entrée jusqu'au cortex, puis il s'en va redonner aux cheveux qu'est-ce qu'il perd au fil du temps. Donc, quelqu'un qui ferait ça aux saisons, c'est quelqu'un qui va avoir une chevelure sublime et en santé. OK, mais pour ceux qui n'ont plus de cheveux comme Daniel, mon caméraman, est-ce que tu as... Quand t'en as plus de cheveux, là, je veux dire, c'est... Il y a d'autres solutions. À l'Institut, on a une infirmière qui s'appelle Mélanie Drapeau. Elle offre le PRP. Le PRP, c'est un autre sujet, mais bref, ça l'aide beaucoup à faire repousser les cheveux. Puis le mix de botox capillaire avec ce traitement-là, il y a des résultats vraiment merveilleux pour les hommes qui perdent des cheveux. Mais il ne faut pas attendre d'être rendu à 70. Là. Non, c'est quand on commence à perdre des cheveux. Là. Non, c'est sûr. Mais par contre, donc, du botox capillaire, c'est applicable autant pour les femmes que les hommes. Là. Il n'y a pas de sexe nécessairement, là. Exactement. C'est juste que pour la finition du traitement, il faut passer un petit peu le fer plat. Donc, il faudra avoir des cheveux un peu de ta longueur à toi. Mais si quelqu'un a des cheveux trop courts, ça va être un petit peu difficile. OK, intéressant. Puis, est-ce que aussi, parce qu'on parle de centres de formation, et donc, ces centres de formation-là, c'est devenu... Est-ce que je peux dire presque un empire pour vous de gérer ça? C'est quand même devenu... il y a vraiment un essor pour vos entreprises. Elles sont quoi, implantées partout au Canada? Oui, bien, dans le fond, vu qu'on a été les premiers au Québec, mais au Canada avec ce produit-là, ça a attiré l'attention du Canada au complet. Puis c'était plus simple pour eux autres d'acheter directement dans leur pays. Puis... je dirais que le botox capillaire a juste fait fureur. Puis moi, je suis une personne d'opportunité. J'adore les opportunités. J'adore offrir des opportunités. Donc, il y a des personnes que ça faisait quand même quelques temps qui utilisaient les produits. Puis une chose est venue à l'autre qu'on s'est contacté, proposé de donner des formations. Puis à ce moment-là, ça a grandi de cette façon-là. OK. Et justement, vous dites, je saisis les opportunités. Quel est votre secret ou votre conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lance en entreprise? Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Un entrepreneur doit se donner des horaires, il doit se créer des horaires, puis il ne doit pas avoir peur. Si on a peur, si on est gêné, c'est peut-être pas nécessairement le bon domaine, du moins un domaine qui ressemble au mien. Moi, je suis une personne que je n'ai pas peur de poser des questions, j'ai pas peur d'offrir, j'ai pas peur d'essayer. Donc, c'est ça qui m'a amené pas mal à où est-ce que je suis maintenant. Mais quand on a peur de foncer, ça risque d'être difficile, je crois. Cet instinct, avoir aussi un flair, souvent on dépeint ça dans les histoires à succès, dans des hommes d'affaires ou femmes d'affaires qui ont réussi. Est-ce que ça aussi, selon vous, votre expérience, votre parcours, ça a aussi une importance? Avec saisir les bonnes opportunités, oui, bien, c'est d'avoir un bon flair, d'avoir une bonne vision, d'avoir un bon instinct des affaires, justement, un bon sens des affaires. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va se tromper puis qu'on va apprendre de ça. C'est le pire qui va arriver, puis ça nous fait toujours grandir. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est sûr que des fois, on a un mauvais feeling, on le sent pas trop, mais en général, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Jusqu'à date, moi, quand j'ai essayé... ça a fonctionné? Quand même. Intéressant. Je prends 1 minute de plus avec vous, juste pour vous demander les tendances capillaires de l'automne. Je parle à quelqu'un qui est dans le domaine de la coiffure. Là, mettons, féminin et masculin en 1 minute. Je sais que c'est très court, mais quand même... Masculin, ça serait vraiment les cheveux un petit peu plus longs. Là. Ils aiment ça les mettre avec du gel par en arrière. C'est ça qui s'en vient un peu. Puis les filles, c'est vraiment les coupes carrées puis les bruns chocolat un peu. Là. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient en ce moment. OK, intéressant. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très intéressant, très inspirant, Sophie Ajab. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça a été un plaisir. Merci.
Découvrir le secret pour vivre librement tout en dépassant vos limites. Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est le pari que nous offre dans son livre Madame Hélène Nicole, qui est avec nous, autrice du livre d'ailleurs « Je limite ma vie personnelle ». Merci d'être avec nous, Madame Nicole. Enchantée. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment, très content de vous savoir là. Pourquoi d'ailleurs avoir fait tout d'abord ce livre sur un livre de croissance personnelle comme celui-là? J'avais envie de pouvoir... je regardais ce que j'avais fait dans mon parcours. Je regarde toujours en arrière, puis je me dis, bon, c'est quoi la prochaine chose qui serait vraiment tripante à faire? Et moi, j'ai suivi toujours mes rêves et je les ai réalisés. Mais j'ai remarqué au cours de ma vie que plusieurs personnes n'osaient pas, ne croyaient pas que c'était possible d'être vraiment eux-mêmes et de vivre la vie dont ils rêvaient. Alors, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens pour la prochaine étape de ma vie, vraiment de leur montrer qu'ils peuvent enlever les limites qui s'imposent eux-mêmes. C'est souvent nous-mêmes, par nos croyances, qu'on s'impose des limites, et se libérer de ça et devenir très heureux. Et bien justement, vous avez un petit peu évoqué ce que vous avez vécu pour vous baser sur l'écriture de ce livre-là. Quelles étaient vos limites que vous vous mettiez, vous, il y a peut-être de cela quelques années et que vous avez décidé d'enlever? Bien, énormément de peur de l'inconnu, peur du futur, peur de ne pas être assez. Ça, je rencontre ça énormément. Je ne suis pas assez vieille, assez jeune, assez expérimentée, assez, ou je suis trop vieille, trop jeune. Trop quelque chose. Alors, il y a beaucoup la peur du pas ou assez. Et il y a aussi le manque de soutien. Souvent, autour de nous, on n'est pas dans un environnement qui va soutenir notre croissance, d'aller... Les gens ont peur de nos idées souvent. J'ai eu beaucoup de personnes, moi, que je raconte pas mes idées, puisqu'ils vont essayer d'éteindre ce feu-là parce que ça leur fait très peur. Donc, il y a tout un environnement que j'ai dû changer pour réaliser mes rêves. OK, quand même. Puis, parlez-nous quand même de votre démarche dans votre livre, parce que elle est quand même pas banale, puis elle peut amener à des actions concrètes des gens là, pour changer leur vie, comme vous avez réussi à le faire, finalement. Oui, et ce que j'ai découvert, c'est que tout commence à l'intérieur de nous. Alors, je peux souhaiter que toutes sortes de choses changent, mais si moi, je ne change pas, il n'y a rien qui va changer. Donc, ça commence vraiment de se limiter à l'intérieur de nous. Par exemple, on regarde un gars comme Mohamed Ali, il se déclarait champion avant même de s'être battu. Oui. Donc, il faut vraiment se déclarer. Moi, je me déclare auteur de livres meilleurs vendeurs, alors que là, pour l'instant, j'en ai peut-être vendu 175. Mais je sais que je suis une autrice de livres meilleurs vendeurs. C'est seulement une question de temps pour arriver là. Donc, il faut vraiment y croire fermement. Il faut s'aligner à l'intérieur de nous et enlever à l'intérieur de nous tout ce qui est dans notre chemin, parce que souvent, c'est nous qui est dans notre chemin. Oui. Donc, c'est de prendre des actions nous-mêmes, de les faire, d'affronter justement nos peurs, de faire un ménage, comme vous avez dit, peut-être de gens toxiques autour de nous. Puis vous dites, entre autres, dans votre livre, comment gagner sa vie sans compromis. Hein? C'est quelque chose auquel... Puis j'aimerais, parce que ça m'a intéressé, ça m'a quand même vraiment... j'ai retenu ça, fasciné, cette phrase-là. Qu'est-ce qui se cache derrière, pour vous, cette phrase-là que vous voulez peut-être que les gens retiennent à l'écoute actuellement? Souvent, on va compromettre notre intégrité, nos valeurs, puisqu'on pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors qu'il y a toujours d'autres choix. Et ça, c'est une peur, une fausse croyance. Quand on prend un risque d'aller voir derrière cette croyance-là, que c'est possible de vivre sans compromis, évidemment, il y a des conséquences. Je pense à Guillaume le Métivierge en ce moment, il ne veut vivre sans compromis. Il y a des conséquences. Et si on accepte les conséquences, on peut vivre sans compromis. Mais si on veut plaire et avoir le beurre et l'argent du beurre, ça ne sera pas possible de vivre sans compromis. Donc, il y a un sacrifice à faire il y a un prix pour vivre sans compromis. Oui, j'ai un prix à payer. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le payer. Moi, par exemple, j'ai aucune sécurité financière à vivre mes rêves. Je ne suis pas dans un emploi. J'aurais pu rester dans un emploi de programmeur-analyste. Les gens qui étaient là dans ma vingtaine sont retraités avec des beaux fonds de pension, mais je m'ennuyais. Alors, je ne pouvais pas rester là et vivre une vie d'ennui.
Alors, je suis partie à l'aventure et le prix à payer, c'est que je n'ai pas cette sécurité-là d'un emploi où on va tout m'encadrer et je dois le faire par moi-même. Donc, il faut vraiment peser. Est-ce que moi, je suis prêt à vivre sans compromis? Parce qu'il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, là. C'est ça. Puis on a tous nos propres limites également. Il faut quand même aussi... faut pas, je pense, non plus se frapper sur la tête, en quelque sorte, là, si on n'est pas prêt à faire ces compromis-là ou peut-être à aller de l'avant vers un changement de vie, parfois qui peut être radical dans certains cas. Là. Comme vous, là, la manière dont vous nous parlez, ça a quand même été assez d'un extrême à l'autre quand même, de choisir de quitter un emploi avec une sécurité, un fonds de pension ou autre. Donc, c'est assez audacieux de l'avoir fait. Vous semblez heureuse, vous semblez épanouie. D'ailleurs, assez épanouie pour écrire un 2e volume qui est disponible depuis peu, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est sorti en librairie, je pense que ça fait 3 semaines. C'est aux éditions de l'Apothéose. Alors, vous pouvez aller dans vos librairies préférées puis le commander ou le commander en ligne. Et puis, ça s'appelle « Je limite ma vie professionnelle ». Et là, ce sont les étapes, les valeurs que j'ai travaillées pour vraiment être capable de réaliser chacun de mes rêves d'affaires. OK, d'affaires. Et peut-être nous expliquer, parce qu'il nous reste un peu de temps, plus concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme démarche dans ce livre-là sur le plan professionnel? C'est vraiment de regarder. Moi, je parle beaucoup de la marque de commerce. Alors, je suis ma marque de commerce. Mon entreprise, c'est le reflet de qui je suis. Donc, dans la première section du livre, je vais vraiment parler qui suis-je, c'est quoi ça, cette marque-là que je représente, et vraiment d'aller solidifier cette marque-là. Parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne saurais pas quelle est cette entreprise-là, qu'est-ce que j'essaie de vendre exactement. Parce que c'est toujours nous qu'on vend. Hein? Oui. On vend nous. Alors, dans la première section, je vais beaucoup parler de solidifier cette marque de commerce-là. Et dans la deuxième section, des valeurs que je veux amener sur le marché. Et encore une fois, il y a 15 valeurs que moi, je travaille. Et quand je travaille, par exemple, la persévérance, la qualité, quand j'amène ces valeurs-là dans mes entreprises réussissent. Alors, chacun peut mettre leurs propres valeurs, pas les miennes. L'interpréter, ça. C'est ça, l'interpréter ou prendre ce qui, lui, peut-être peut l'aider dans sa vie à lui. C'est propre à chacun, finalement, selon son parcours, selon sa vie, sa propre réalité professionnelle et du quotidien. C'est un grand plaisir de vous avoir accueilli. Hélène Licon, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis bon succès avec vos livres. Merci beaucoup à toi, puis c'était vraiment des questions très intelligentes, songées. Merci. Bien, merci, ça fait plaisir à entendre. Merci. Bienvenue. On l'accueille à nouveau avec nous. Elle est hypnothérapeute, détient elle-même sa propre clinique Global Hypnose. Valérie Deslandes, salut. Salut, Alex. On poursuit un petit peu la conversation, comme la précédente chronique, c'est-à-dire un peu sur les mythes et tabous concernant l'hypnose. On avait parlé un peu de Mesmer, là, parce que c'est un peu, je pense, dans l'image publique, ce qu'on voit de l'hypnose le plus souvent. Là. Oui. Mais il faut vraiment s'en détacher de ça. Là. Bien, on n'est pas comme Mesmer. Effectivement, l'hypnose thérapeutique, c'est une toute autre chose. Et tu veux m'emmener, entre autres, sur certains, je parlais de tabous, de mythes, justement, comme celui dont les hypnothérapeutes comme toi sont capables de jouer dans la tête des gens. Là. On est loin de ça. Oui, on est très loin de ça. En fait, on aide les gens à avoir plus de conscience sur qu'est-ce qui leur arrive vraiment. Alors, le client a un rôle très déterminant dans ce qui se passe, particulièrement en hypnose humaniste, qui est le type d'hypnose qu'on pratique chez Global Hypnose. Tu me dis que le patient, par exemple, le client... Merci. Je commence à retenir les bons termes, parce que bien sûr, c'est pas de la médecine, entre guillemets, donc c'est pour ça que je me reprends moi-même en disant client. Donc, le client, par exemple, sa partie à lui de responsabilité, entre guillemets, sur le résultat final, quel est-il? Et le tien en tant que professionnel, c'est quoi? Bien, déjà, en tant que professionnel, nous, on s'engage à être dans les connaissances, dans les compétences, dans le lien thérapeutique, donc faire notre travail au mieux. C'est des études basées sur la science. Là, on apprend beaucoup de choses, dont la symbolique. On se base aussi parfois sur la mythologie, donc c'est un grand champ d'expertise. Le rôle du client, bien, c'est d'être dans l'engagement thérapeutique, c'est-à-dire savoir, avant même d'arriver, que les hypnothérapeutes, on ne fait pas de la magie. La personne doit s'engager dans un cheminement thérapeutique, même juste pour une rencontre ou 2 rencontres. Ça prend quand même un engagement de la part du client. Donc, il comprend que c'est sa situation, c'est sa vie, c'est son cheminement. Puis nous, on donne l'outil principal, l'hypnose, l'auto-hypnose.
Alors, notre rôle, c'est celui-là, guider le client. Puis, par exemple, il y a aussi pour vous, quand on parle de la portion du professionnel, de la professionnelle, en l'occurrence de toi, vous faites quand même des démarches aussi avant de rencontrer la personne dans un cabinet. Il y a des choses qui sont faites aussi pour mieux répondre aux besoins du client lorsqu'il est dans votre bureau, là. Tu veux dire en dehors de nos études? En dehors, dans le sens que si, par exemple, je pense qu'il y a un formulaire qui est envoyé pour connaître un peu l'état de la personne avant qu'elle arrive de façon physique, là, en traitement dans votre cabinet, je pense aussi. Oui, tout à fait. En fait, chez Global Hypnose, j'ai choisi de mettre disponible en ligne une ouverture de dossier pour la raison réelle que ça fait sauver 30 minutes de temps payant aux clients. Alors, on a fait ça sur une base de données. La personne peut vraiment tout nous dire ses attentes, ses raisons de consultation. Évidemment, aussi répondre à des questions obligatoires, comme tous les formulaires en soins de la santé physique ou mentale auxquels on doit répondre. Ça vous permet de mieux vous guider. Et si je reviens un petit peu dans le processus, justement, de traitement, donc, perte de conscience, est-ce que c'est... comment ça fonctionne un coup qu'on est, mettons, sous hypnose, par exemple, pour le client qui est dans votre bureau, dans votre cabinet? Oui, bien, comme on travaille avec l'hypnose humaniste, c'est le contraire de la dissociation. Donc, les gens, on ne veut pas qu'ils soient inconscients. Au contraire, on veut qu'ils soient plus que conscients. Quand on se parle comme ça, on est dans notre petit conscient. En hypnose humaniste, on peut être en plus grande conscience. Et alors, c'est là que la personne peut nous dire c'est quoi ses solutions à elle, qu'est-ce qu'elle vit vraiment, qu'est-ce qu'elle voit vraiment, parce qu'on travaille beaucoup avec la symbolique et la visualisation. OK. Puis ça, c'est ce qui mène à la suite de ça. Un coup qu'on s'éveille, par exemple, un coup qu'on sort d'hypnose, est-ce que ça prend pour retrouver ses repères? Est-ce qu'on est un peu étourdi? Non, mais tu sais, quand même, l'état d'esprit de la personne, est-ce qu'il y en a? Comment on réagit selon les... Je comprends que ça peut être selon des cas particuliers, c'est pas tout le monde, mais comment on réagit, notre corps humain, un coup que nous ne sommes plus sous hypnose? Bien, ça peut être différent pour chaque personne. Il y en a qui sont très habitués de faire de l'hypnose. Alors, ce qu'on appelle, nous, l'induction, le début de l'hypnose, c'est parfois même presque inutile. Les personnes présentent des signes de transe que nous, on voit. On voit quand la personne est prête vraiment à commencer la technique qu'on choisit pour soulager et aider cette personne-là. Après l'hypnose, ce qu'on entend souvent en hypnose humaniste, ça ressemble plutôt à « wow, quelle légèreté, ça fait du bien ». Mais oui, il y en a qui disent « oh, c'est bizarre quand j'ouvre mes yeux ». Il y en aura toujours. En fait, c'est comme faire une sieste, mais au milieu de la journée, c'est sûr qu'il faut revenir de ça. Mais on peut conduire. On peut retourner à nos occupations normales. Les gens viennent sur leur heure de dîner. Le travail est à 5 minutes. Tout est bien correct. Ah oui, OK. Donc, ça n'a pas d'impact quand même sur... Ça a un impact extrêmement positif sur le reste de la journée. Bien, justement, il y a des gens aussi qui disent « Ah, j'ai pas besoin de ça ». Tu sais, dans quel cas on peut aller vous consulter? Il y en a plusieurs, j'imagine? Oui, les raisons les plus populaires, c'est pour soulager quelque chose de négatif. Là, en ce moment, on travaille beaucoup au niveau de « j'ai pas le contrôle sur ma vie, mon travail est stressant, je dois m'adapter à des changements, stress, anxiété, insomnie ». Bon, ça, c'est les raisons de consultation les plus populaires. Par contre, ce que les gens ne savent pas, qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que l'hypnose de thérapie, c'est super utile pour les trucs positifs. Comme on a des athlètes de haut niveau qui font de la préparation mentale, eux autres. Bien, une auto-hypnose en préparation mentale, c'est super. Enlever le stress avant une présentation ou une chronique, parler en anglais devant son boss. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de performance aussi qui peuvent amener les gens à faire de l'hypnose. C'est vrai, j'aurais pensé effectivement qu'en majeure partie que les gens vont vous voir quand c'est un cas négatif à régler, tu sais. Mais non, en effet, c'est intéressant d'avoir cette position-là. Et l'effet de soulagement, l'effet bénéfique dans notre vie, un coup peut-être qu'on sort de votre cabinet, par exemple, ou de tout cabinet d'hypnothérapeute, est-ce qu'il est passager, est-ce qu'il est permanent ou comment ça peut se décliner? Bien, c'est plutôt permanent, en fait. D'une situation à une autre, ça peut être différent. Ça dépend aussi si la personne retourne dans sa vie dans ses déclencheurs. Comme quelqu'un qui doit s'adapter à un travail qui n'est pas bon pour sa santé, c'est certain que ça peut imposer un suivi. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient pour soulager un traumatisme, s'il retombe par X raisons à la rencontre d'une personne qui l'a traumatisé, ça peut redéclencher ni plus ni moins que ces raisons-là pour lesquelles il est venu te voir. Là. Ça pourrait, mais comme on transforme les choses, ça pourrait aussi ne pas redonner les mêmes effets. C'est propre à chacun des particuliers, finalement. Puis ça dépend de la situation, de la personne. Est-ce que la personne a déjà consulté ou non? Est-ce qu'elle est consciente de qu'est-ce qui se passe ou non? Donc, le travail est à une différente échelle avec tout le monde.
C'est quand même assez éclairant, encore une fois, cette semaine. On te retrouve la semaine prochaine, encore une fois, pour d'autres phases, d'autres explications du monde de l'hypnose. Valérie Deslandes, merci encore. Merci, Alex. Tout quitter, partir comme ça sur la route, vivre l'Eldorado, ce que vous voulez, c'est ce qu'on fait en tout cas. La famille de Mme Louise Brassard et le tout a débuté en 1985, s'est réuni sur un livre ces jours-ci disponible partout en librairie du nom de Ma vie de rêve en motorisé. On l'accueille avec nous. Mme Louise Brassard, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. Tellement fascinant tout ça qu'on peut constater dans votre livre d'ailleurs. Pourquoi, tout d'abord, en 1985, vous êtes parti avec votre famille sur la route? Bien, de quitter le Québec au début février, c'est parce que mon mari faisait une dépression, il venait d'être pensionné. Et pour lui, s'il voulait survivre, il appelait ça sa bouée de sauvetage. On a quitté le Québec et j'ai enseigné à mes enfants. J'étais bonne à l'école, ça leur servi à quelque chose. Et on est parti sur la route 3 mois. Puis, c'était juste un début. Mais au fil des ans, ça a été comme... on fait notre année, on fait... Ça a été... on n'a pas décidé d'avance pour les 30 ans. C'était vraiment une question de survie au début. OK. Donc, votre mari, un accident de travail, il est pompier, donc se retrouve finalement à ne plus pouvoir faire sa passion qui est de son métier. Vous partez... Oui, il aimait l'adrénaline de son travail, mais à 35 ans, quand tu te sens inutile... il voulait pas, malgré qu'on avait une super belle maison, un garage où il faisait, parce qu'il est bon mécanicien, ce qui a beaucoup aidé dans notre voyage, il n'y avait plus de centre d'intérêt, fait qu'on est parti sur la route. Et là, partir avec des enfants qui sont en bas âge comme ça, c'est audacieux, il faut être débrouillard. Oui, l'école, ils ne voulaient pas, mais j'ai convaincu les directeurs. C'est ça, il fallait convaincre les directeurs pour accepter ce mode de vie-là. Et justement, si je l'expose à ce que vous avez vécu dans les premiers mois, quels ont été les défis aux premiers abords concernant ce mode de vie-là, partir sur la route comme ça? On ne parlait pas l'anglais. OK. On n'avait pas beaucoup d'argent, aucune notion de qu'est-ce qu'on vivrait. On n'avait rien planifié. Habituellement, un voyage, on planifie un peu les centres d'intérêt. Mais au fil des jours, on guérissait. Le fait d'être ensemble, on impliquait les enfants. Ben, il faut aussi beaucoup aimer ses enfants. Il faut aimer vivre avec eux autres 24 heures par jour. Là. Puis dans un 23 pieds, on avait un gros chien. OK. Ben, je suis très disciplinée. Donc, ça remplissait nos journées, faire l'école, faire de l'exercice, se parler, parce que un an et demi que mon mari a été, comme on dit... à la caserne, mais qui n'avait pas le droit de travailler. Il faisait juste répondre au téléphone. On vivait un détachement. On était plus connectés. Fait que les premiers mois, c'est la reconnexion qui a été merveilleuse. On s'est redécouvert. Et ça a permis de solidifier évidemment, la famille, l'amour que vous avez tous l'un pour l'autre. Votre itinéraire a été où? Parce que là, vous me dites, on n'avait aucune idée de où on allait aboutir. On voulait la chaleur. Okay. En partant, c'était la chaleur, hein? Comme beaucoup les Québécois. Là. On avait été une fois à Hollywood, une fois dans notre vie. Puis là, on a dit, on s'en va dans cette région-là. Et c'est là qu'on a commencé tranquillement à parler à des gens, à découvrir, il y a d'autres choses que s'apitoyer sur soi-même. On n'avait pas beaucoup d'argent, on vivait dans la rue. Donc, on a appris beaucoup à respecter les autres, où stationner, pas déranger. Au fil de nos expériences, on a appris à être des personnes qui sont contentes de nous voir au lieu de nous. Parce que, tu sais, aujourd'hui... la van life, là, si tu stationnes devant une maison ou tu ne respectes pas les gens, bien, nous autres, on a vraiment on a fait des bons choix. Oui. Puis, d'ailleurs, ce mode de vie-là, à la prime abord, c'était pour des besoins essentiels, c'est-à-dire de se retrouver, de connecter avec vous pour la famille puis votre conjoint. Mais par la suite, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer dans les 30 années qui ont poursuivi, qui se sont succédées? Moi, je voulais être hôtesse de l'air quand j'étais jeune. Tu sais, c'est ma génération. Je rêvais d'être hôtesse de l'air, mais je ne parlais pas l'anglais. Fait que c'était comme un moyen pour moi de voyager puis
comme j'écris mon journal à tous les jours, ça m'a aidé à dire « Hey, on peut encore faire ça ». C'est pour ça que le goût d'aller au Mexique, malgré notre peur, parce qu'au début, mes enfants, ils ont eu un accident, on a manqué mourir en voilier, on a eu certaines expériences difficiles, mais le goût de découvrir, d'ouvrir nos horizons. Mm-hmm. Oui, je l'avais, puis j'ai la chance d'avoir un mari très logique et très... moi, j'avais peur des fois, puis je lui disais « Pourquoi tu as peur? Regarde, c'est comme il m'a vraiment aidé à m'ancrer à mes idées, puis à foncer, puis les deux, on faisait une bonne équipe. Et pourquoi avoir réuni ces expériences-là sur un livre? Parce que vous auriez pu le faire par un documentaire, par toute autre façon de raconter votre histoire, là. Bien, moi, les premiers 4 ans, ils ont été très intenses. D'ailleurs, mon livre, Ma vie de rêve à motoriser, c'est plus les premiers 4 ans que... Puis, par l'éditeur, j'ai été un petit peu contrainte parce que j'ai écrit 400 pages. Puis lui, bien, il a été cherché comme la crème. Qu'est-ce que lui, il pensait que c'était le mieux. Mais pour moi, je voulais vraiment seulement transmettre à mes enfants cette expérience-là des premiers 4 ans. Puis à partir de là, j'ai trouvé ça intéressant de continuer, mais je n'avais pas élaboré un livre. C'était seulement de sortir à qu'est-ce que je ressentais. Donc, c'est pour ça que c'est devenu un livre à force d'écrire puis de me dire ça peut intéresser. Surtout que j'aime partager. Ouais. Donc, ça peut intéresser des gens qui veulent voyager, qui veulent partir avec leur famille ou... différemment, mais... Puis on s'entend que c'est de façon modeste que vous avez vécu dans un motorisé, ça coûte quand même cher se déplacer, l'essence, juste vivre, se nourrir. Comment on réussit à pouvoir quand même... Bien, on ne va jamais au restaurant. Oui. Je suis très bonne cuisinière et j'ai impliqué mes enfants. D'ailleurs, ils sont super débrouillards. Ils ont appris à vivre d'une façon... La simplicité volontaire, c'est quoi qu'on a besoin? J'avais plus besoin de 10 paires de souliers, 2 paires, une sandale puis un paire de souliers propres. C'est de réfléchir sur nos besoins. Puis des fois, mes enfants, ils auraient aimé aller là, faire ça. Non, on faisait un budget, puis je disais, regarde, on a tant à dépenser. C'est de voir le beau côté d'être là, au lieu de dire, ah, je vais aller là, je vais faire ça. Le bonheur simple. On n'allait pas dans les places touristiques non plus. Oui, le bonheur simple, les choses de la vie. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'une des plus belles... Quand on regarde les 30 dernières années, une des plus belles choses, hormis bien sûr d'avoir fait ça avec votre famille, d'avoir vous être retrouvés, est-ce que c'est d'avoir connecté avec des gens aussi, d'avoir fait des rencontres humaines? Est-ce que c'est pas ça la plus belle chose qui en ressort de ces 30 années-là? Ah oui. De rencontrer des gens dans leur simplicité, dans leur journée quotidienne, tu sais, pas obligé rien de simple. Aussi, en ayant le motorisé, des fois, on stationnait dans leur driveway, on les aidait. Tu sais, moi, j'avais quand même... Ce qui est agréable de motoriser, j'avais ma maison, je pouvais m'impliquer dans un plus. Tu sais, je faisais mon manger, mes affaires. Tu sais, c'était pas de la visite, oh non, il faut les recevoir. C'était au contraire, on était des gens... Comme le 5 ans, j'ai vécu sur une ferme de bisons, j'ai adoré. Parce que des fois, je m'impliquais sur la ferme. Oui. Des fois, on partait, on s'en allait sur la route. Tu sais, il n'y a pas d'obligation, mais on a appris énormément de... Mais il y avait un partage. Donc, par exemple, vous aidez à la ferme de bisons, vous avez de la nourriture en échange. Donc, c'est comme un troc comme ça qui se faisait... On a fait souvent de ça, très souvent. Incroyable, incroyable. C'est pas banal, tout ça. C'est très inspirant. Oser faire... on est arrivé au Nouveau-Brunswick, on a rencontré un couple de pêcheurs. Le premier bateau qui est arrivé, c'est un couple. Et on a vécu sur leur terrain. Les autres, ils ont dit, c'est rare, mais on a pu être intime tout de suite sans déranger une famille puis l'autre. C'est ça le bonheur de motoriser. Bien, on va le retrouver dans votre livre, Ma vie de rêve en motorisé. Madame Louise Brassard, merci de nous avoir parlé. Puis on peut le voir, je pense, ça sourit encore dans votre visage, toutes ces rencontres-là. Puis la preuve, c'est que vous faites encore ce mode de vie-là. Un grand merci. Puis on peut avoir de manière plus exhaustive tout ça dans votre livre. Donc, je réitère, Ma vie de rêve en motorisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Au plaisir.
Content de retrouver Nicolas Vincent Poirier. Salut. Salut, Alex. Chronique Cinoche avec Free Guy, film qui était bon. Peut-être qu'il est encore disponible au cinéma, mais maintenant on peut le voir sur Disney+. Qu'en as-tu pensé de ce film? Écoute, un film qu'on attendait depuis des années et c'est même pas des blagues. Ben oui, à cause de la pandémie. Le film était dû pour le mois de juillet 2020 et finalement, on l'a au mois d'août 2021. Et c'est un film qui m'a agréablement surpris. Je sais pas pour toi, toi aussi tu l'as vu. Tellement d'accord avec toi. Sincèrement, c'est un très bon divertissement. Puis vraiment peut plaire à toute la famille, là, ni plus ni moins. Là. Je sais pas si t'en es d'accord, mais... Ah oui, tout à fait. Puis bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, ça se passe dans un monde... virtuel. Dans un monde virtuel, mais au début, le personnage principal, interprété par Ryan Reynolds, lui, ne le sait pas. Il vit sa petite vie à tous les jours. Il se lève, il va prendre son café, il s'en va à la banque où il travaille, et là, il y a un vol de banque, et tout est normal. Il y a beaucoup de violence dans ce monde-là. Et lui, ce qu'il veut, son rêve, c'est d'être aussi cool que ceux qui portent des lunettes de soleil. Parce que dans son monde à lui, ceux qui portent des lunettes de soleil, il n'y a pas de loi pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais évidemment, nous, on sait que c'est des joueurs parce que ça se passe dans un jeu vidéo. Et, eh bien, tout à coup, ben lentement, il va rencontrer une fille, il va tomber amoureux. Et là, l'intrigue va commencer parce que dans le vrai monde, il y a un méchant qui veut, disons, le propriétaire de cette entreprise-là de jeux vidéo qui veut amener une deuxième version de ce jeu-là. On comprend qu'il a volé aussi des idées. La propriété intellectuelle, ni plus ni moins. Exactement, il a volé ça. Donc, et ce qui est drôle, c'est que le méchant est interprété par Taika Waititi. C'est le réalisateur de Thor Ragnarok. Ah oui, mais... Exactement. Est-ce que je lisais aussi puis qu'on peut y voir peut-être une certaine ressemblance dans la réalisation. Peut-être pour ceux peut-être un petit peu plus fins connaisseurs du cinéma, mais Nuit au musée, par exemple. C'est le même réalisateur aussi. Sean Levy, qui est d'origine montréalaise. Il est né à Montréal. Ah oui, en plus, on a dû... Oui. Je sens qu'il y avait quoi là-dedans, mais en plus, c'est là où je vois le Canadien Ryan Reynolds. Acteur qu'on voit dans Deadpool, qu'on voit à toutes les sauces, autant dans un rôle plus romantique, d'action. C'est un acteur accompli, Ryan Reynolds. Je trouve qu'on l'oublie souvent dans l'échelle de talent. Là. On pense souvent à des Dwayne Johnson ou d'autres comme acteurs de tout genre ces jours-ci à la mode, mais je trouve que Ryan Reynolds est assez exceptionnel. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement, mais aussi, ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. Il faut se rappeler aussi, il a passé à travers beaucoup de flops. On pense à Green Lantern, R.I.P.D. aussi, qui a été un énorme flop. Et dans ce cas-ci, ce qui est drôle, c'est que Fox a été acheté par Disney. Et ce film-là était en train de se préparer quand l'acquisition a été faite. Et c'est le premier film qui est resté avec Disney. Avec le nouvel achat. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont tombé à l'eau à cause de ce deal-là, mais pas Free Guy. Et Free Guy, Ryan Reynolds, c'est le film qui lui tenait le plus à cœur. Il y a eu Deadpool, mais juste après, il y a vraiment ce film-là, il s'est dédié corps et âme, et c'est un très, très bon divertissement. Là, je m'attendais pas du tout à ça. Et évidemment, il y a une suite. Ils ont annoncé une suite parce que le box-office, je veux dire, ça a fait... le film a coûté entre 100 et 125 millions et jusqu'à maintenant, on parle de 318 millions. En temps de pandémie, c'est très bon. Exactement. Oui, exactement, parce qu'évidemment, on est coupé de parfois la moitié des salles dans certains secteurs du globe où c'est différent pour aller au cinéma, mais quand même, on peut renouer avec donc les salles obscures. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est bourré d'action, c'est drôle, c'est touchant. Il y a du romantisme à travers le film. Alors tout le monde, toute la famille peut y être inclus dans ce film-là, L'Homme libre, soit Free Guy. Je te prends encore quelques secondes. James Bond, parce qu'on va y revenir. Tu le sais à quel point j'ai très, très hâte, No Time to Die, que tu puisses venir nous en parler. Mais la critique qui est sortie cette semaine, elle est élogieuse sur James Bond, hein? Oui, jusqu'à présent, oui. Mais c'est sûr que ça fait plusieurs années que ce film-là est en développement parce que Spectre, disons,
Oui, l'argent était au rendez-vous, mais l'appréciation du public, plus ou moins. Ouais. Et là, c'est le dernier pour Daniel Craig. Et là, on s'est dit, bien, on va faire quitter cet acteur-là dans ce rôle-là en beauté. On va en mettre plein la vue. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé. Bien, je sais que c'est un film de plus de 2h30, là, de plus de 2h30. Et ce qu'on nous dit pour l'instant, parce qu'au moment de pouvoir enregistrer, au moment qu'on a cette conversation-là, il n'est pas encore sorti au cinéma. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de fermer toutes les fenêtres, toutes les portes qui étaient entrouvertes d'intrigues ou de sujets. Elles sont nombreuses, les choses à refermer, mais on dit qu'on y va là, en 2h30. On a le temps de tout défaire ces intrigues-là. Et en quelque sorte, Daniel Craig peut quitter finalement la tête très, très haute, qui est probablement avec Sean Connery, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le meilleur à l'avoir vraiment habité ce costume de James Bond. Oui, tout à fait. Ben, moi, ce que je me demande, c'est quand il dit justement qu'ils vont fermer toutes les portes pour toutes les sous-intrigues, est-ce que ça veut dire que le prochain James Bond va être une espèce de soft reboot, un peu comme Daniel Craig l'a été en 2006? C'est à voir. On saura s'en reparler. Vincent Poirier, Nicolas, merci. Merci, Alex.